1987, la ville de Scarborough, en banlieue de Toronto, en Ontario, sombre peu à peu dans la peur. Un violeur en série s'attaque aux jeunes filles de la ville. À l'époque, les chauffeurs d'autobus ne s'arrêtaient pas entre les arrêts le soir pour faire descendre les femmes qu'ils demandaient. Il était très facile de voir les occupants de l'autobus, que ce soit des hommes ou des femmes. Alors que l'autobus ralentissait, un homme pouvait courir se cacher derrière une maison et ensuite suivre la femme qui venait de descendre. Si elle devait marcher longtemps ou si elle empruntait une rue sombre, il attaquait. En seulement 4 semaines, 2 femmes se sont fait brutalement violer et torturer. En plus de les violer, il les agressait physiquement. Il injuriait aussi ses victimes. Il utilisait des termes grossiers et humiliants, comme salope, putain, et traîner. Dans plusieurs cas, il a même forcé ses victimes à s'humilier elles-mêmes. Le service de police du Grand Toronto a très peu de pistes prometteuses. Aucune des victimes n'a vu le visage de l'agresseur. La police de Toronto place la zone sous surveillance et double la fréquence de ses patrouilles. L'annonce des viols sème la terreur dans la ville. La population avait été bien avertie. Les habitants de la région savaient qu'un violeur sévissait à Scarborough et qu'il fallait être très prudent. La police met en place un numéro d'urgence. Les renseignements affluent, mais aucun ne mène à une piste solide. Scarborough était une banlieue cossue et plutôt paisible. Personne n'aurait pensé qu'elle pourrait devenir le théâtre de crimes si horribles. C'était très inquiétant et une équipe spéciale avait été constituée. Le service de police tenait des assemblées publiques pour mettre les femmes en garde contre le prédateur qui terrorisait la région. Paul Bernardo, un stagiaire en comptabilité de 23 ans, habite Scarborough. Il était très charmant, il savait enjôler les gens. Mais Paul a un côté sombre. Paul Bernardo est un psychopathe, un narcissique, un sadique sexuel. Ce n'est pas d'infliger de la douleur à leurs victimes qui excite les sadiques sexuels, c'est de les voir souffrir. Cette souffrance peut être aussi bien psychologique que physique. Par psychopathe, j'entends qu'il est capable de transformer sa personnalité pour s'adapter au milieu dans lequel il se trouve. Il est très manipulateur, mythomane et narcissique, ce qui veut dire qu'il est extrêmement égocentrique. Il se considère comme le centre de l'univers. Les gens n'existent que pour son plaisir. La police ignore l'existence de cet homme qui continue de s'en prendre aux jeunes filles de Scarborough. Paul Bernardo était obsédé par les jeunes filles vierges. Et je crois que c'était pour une raison bien simple. Paul Bernardo était accro au pouvoir. Il adorait avoir le dessus. Et je crois que cette soif de pouvoir s'exprimait en partie par ce désir de les dépuceler, de leur enlever quelque chose. Mais il ne parvient pas toujours à ses fins. Le 27 juillet, une jeune fille réussit à le repousser, mais il la bat avant de prendre la fuite. Il n'éprouvait aucune culpabilité, aucun remords, aucune empathie.
Malgré tout, il semblait très charmant et agréable et parvenait à dissimuler les tendances meurtrières qui sommeillaient en lui. Bernardo est passé maître dans l'art de cacher son troublant secret. Pour le monde extérieur, il était un garçon comme les autres. Le 17 octobre 1987, Paul Bernardo fait la connaissance de Karla Homolka, alors âgée de 17 ans. Elle assistait à un congrès de médecine vétérinaire à Scarborough. Elle travaillait alors dans une clinique vétérinaire. Bernardo était sorti avec un ami. Les deux hommes ont aperçu Karla et ses amis, et Paul, avec son attitude suave habituelle, s'est approché d'elle. C'était une jolie femme, et elle avait un très beau corps. Elle a été séduite sur le champ. Elle aurait tout fait pour lui. Lorsqu'un sadique sexuel veut inciter quelqu'un à prendre part à ses agissements, il suit 5 étapes distinctes. La première étape consiste à trouver une personne vulnérable. Il a vu en elle une personne qu'il pourrait dominer. Ce soir-là, ils se sont retrouvés dans une chambre d'hôtel et ils ont eu des relations sexuelles. Karla n'était qu'une jeune fille de la campagne. Lorsqu'elle a commencé à fréquenter Paul Bernardo, elle n'avait que 17 ou 18 ans. Elle n'était pas complètement naïve, mais elle n'avait pas beaucoup d'expérience non plus. C'est le sexe qui les unissait. C'était une relation basée sur le sexe, pas sur l'amour. Il est difficile de comprendre son comportement. Elle avait une volonté de faire. Elle était très intelligente. Son QI était de loin supérieur à la moyenne. Comment une telle personne n'a pas pu voir le danger qui la guettait? Karla Homolka habite avec ses parents dans la petite ville de St. Catharines, près de Niagara Falls, à 90 minutes au sud-est de Toronto. Bien qu'il habitait toujours Toronto, il a commencé à aller la voir à St. Catharines, puis à passer de plus en plus de temps chez elle. Elle venait d'une très bonne famille. Tout le voisinage aimait passer du temps chez eux. Ils avaient une piscine dans la cour. Son père et sa mère étaient des gens très sociables. Aux yeux de Karla, Paul est l'homme idéal. C'était une fille de la campagne qui voulait à tout prix partir de St. Catharines au plus vite. Paul Bernardo, lui, habitait Toronto. Il représentait, aux yeux de Karla, l'homme de la grande ville. Il a surgi dans sa vie et l'a ébloui. Il faisait sensation au volant de sa voiture de luxe. Et puisqu'il n'était qu'au secondaire à l'époque, il l'a facilement séduite. Elle tombe rapidement sous son charme. La deuxième étape est la séduction. Il se comportait comme n'importe qui le ferait pour séduire une personne du sexe opposé. Il était attentionné, il lui donnait des cadeaux, il était spontané. Après quelque temps, sa victime tombe amoureuse de lui. La troisième étape consiste à repousser les limites sexuelles de l'autre personne. Il a commencé par ajouter à leur sexualité des pratiques qu'elle n'avait jamais essayées auparavant. Pendant que la relation entre Paul et Karla grandit, les brutales agressions à Scarborough se multiplient. En novembre 1988, 7 viols ont été perpétrés. Il disait que le sexe avec une personne consentante, ce n'était pas la même chose. Ce n'était pas aussi excitant et satisfaisant que le viol.
Paul Bernardo échappe maintenant à la police depuis près d'1 an. Il vouait une haine sans borne aux femmes. D'où cette haine venait-elle? De sa mère, de sa gardienne, d'une petite amie? Nous n'avons pas la réponse à cette question. Vers 15 ou 16 ans, il a découvert que l'homme qu'il croyait être son père ne l'était pas véritablement. Sa mère, quant à elle, était toujours furieuse contre lui. Elle lui disait sans cesse qu'il n'était qu'un bâtard. Il a donc grandi dans un milieu instable et houleux. Quelques mois plus tard, Paul commet son 11e viol à Scarborough. Les enquêteurs trouvent enfin leur première piste. Une des femmes a réussi à voir son visage. On a dressé un portrait robot qui ressemblait en tout point à Bernardo. Le portrait robot est diffusé 2 jours plus tard. Le portrait était dans tous les journaux et sur tous les babillards. Les renseignements affluent par milliers. Au cours des prochains 6 mois, les enquêteurs interrogeront 300 hommes, dont Paul Bernardo. Une caissière l'a vu arriver à la banque et en regardant le portrait robot, elle a trouvé la ressemblance louche. Les amis de Paul voyaient aussi la ressemblance et ils le taquinaient tous, mais ils tournaient la chose en plaisanterie. Les enquêteurs de Scarborough interrogent Bernardo le 20 novembre. Bien que la ressemblance soit parfaite, il n'avait pas l'air méchant. Les policiers l'ont interrogé et ils ont prélevé un échantillon d'ADN. Ils le trouvaient louche, mais ils avaient aussi d'autres suspects. Il a donné un échantillon d'ADN de plein gré. Lorsqu'un suspect refuse de donner un échantillon, nous trouvons cela très louche. Mais Bernardo l'a donné volontairement. Et je crois que ça a allégé un peu les soupçons qui pesaient sur lui. Les policiers le laissent partir et ajoutent son échantillon d'ADN aux 300 autres. La longue procédure d'analyse débute. À l'époque, l'analyse d'ADN n'était pas aussi avancée et rapide qu'aujourd'hui. Le nombre important de suspects ralentit considérablement l'enquête. Ça nous posait vraiment problème. Puis, les agressions ont mystérieusement cessé, l'équipe spéciale a été dissoute, et Bernardo s'en est tiré. Cet automne-là, Paul emménage avec Carla et sa famille à St. Catharines. Il avoue à Carla qu'il a subi un interrogatoire. Il a fait allusion à cet incident pour voir comment il réagirait. Il voulait tenter de prédire sa réaction lorsqu'il lui avouerait qu'il était un violeur. Mais il attendait le moment opportun. Quelques mois plus tard, on fait appel à la police de St. Catharines pour enquêter sur un viol. La dernière victime de Paul est une jeune fille de 14 ans qu'il a agressée en plein jour. S'il a pris ce risque, ce n'est pas parce qu'il agissait avec imprudence, mais plutôt parce qu'il se croyait invincible. Plus il commettait de crimes en toute impunité, plus il se croyait tout-puissant. Bernardo habite avec les Homolka pendant plusieurs mois. Puis, il jette son dévolu sur la sœur de Carla, Tammy, qui n'a que 15 ans. Tammy Lynn, la petite sœur de Carla, était sous le charme de Paul. C'était pour elle l'homme de la grande ville. Et puisque Paul aimait agresser des jeunes filles, il a dit à Carla qu'il voulait coucher avec sa sœur. Paul Bernardo était attiré par Tammy, la petite sœur de Carla, parce qu'elle représentait la virginité, la jeunesse innocente. Mais c'était aussi un autre test. Il voulait voir jusqu'où Carla était prête à aller pour le satisfaire.
il insiste pour qu'elle l'aide à violer Tammy. Carla avait à sa disposition des médicaments à la clinique vétérinaire où elle travaillait. C'est elle qui a ramené la drogue à la maison. Carla choisit un mélange de sédatifs. Ils ont décidé de mettre de la drogue dans son verre afin qu'elle perde conscience. Après quoi, Paul la violerait devant une caméra vidéo et la remettrait au lit. C'est à ce moment que Carla aurait dû le quitter. Elle aurait pu lui dire « Mais de quoi parles-tu? Tu veux violer ma sœur? Es-tu fou? Tu es un maniaque ou quoi ?» Le 23 décembre 1990, Paul et Carla mettent leur plan à exécution. Toute la famille avait bu ce soir-là. Les parents se sont mis au lit sans soupçonner quoi que ce soit. Carla sert à Tammy plusieurs verres, additionnés de somnifères. Elle imprègne un bout de tissu d'anesthésique pour s'assurer que Tammy ne se réveillera pas. À St. Catharines, une banlieue de Niagara Falls, le violeur en série Paul Bernardo convainc sa petite amie, Carla Homolka, de droguer sa sœur Tammy et de le laisser la violer. Ils exécutent leur plan le 23 décembre 1990. Elle avait l'occasion de mettre un frein à tout ça. Mais elle ne l'a pas fait. Elle a accepté de l'aider à mettre son plan à exécution. Ils violent Tammy tour à tour. Mais soudain, Tammy s'étouffe. Elle avait bu beaucoup d'alcool et de cocktails. En se réveillant, la pauvre fille a vomi et a aspiré le contenu de son estomac dans ses poumons. Carla et Paul appellent le 911. Les enquêteurs qui ont répondu à l'appel d'urgence n'ont vu qu'une adolescente qui avait trop bu et qui avait vomi. Ils ne se sont pas posé de questions. Tammy meurt à l'hôpital 3 heures plus tard. Paul a pris panique. Il pleurait. Lorsque les policiers sont arrivés, il était complètement bouleversé. Je crois qu'il ne voulait pas qu'elle meure, mais il a tout de même joué son rôle à la perfection pour éviter d'avoir l'air louche. Vu les circonstances, les enquêteurs n'ont aucune raison de soupçonner un acte criminel. Le médecin légiste conclut que Tammy s'est étouffée avec son vomi après avoir consommé trop d'alcool. Tammy Lynn Homolka est enterrée le 27 décembre 1990. Paul tient Carla responsable de la mort de sa sœur. Paul estimait que parce qu'elle travaillait dans une clinique vétérinaire, Carla aurait dû mieux calculer la quantité de drogue destinée à Tammy Lynn. Souhaitant à tout prix reconquérir Paul, Carla fait tout pour redresser son erreur fatale. Elle regarde la vidéo du viol et met les vêtements de Tammy. Ils partageaient ce terrible secret. Eux seuls savaient la vérité, et c'est ce qui les unissait. Secoués par la mort de leur fille, les parents de Carla demandent à Paul de déménager afin de les laisser vivre leur deuil en famille. Paul passe à la prochaine étape de son plan. Il déménage avec Carla à Port Dalhousie, à 7 km de St. Catharines. La quatrième étape consiste à l'isoler. Il ne veut pas qu'elle parle de ses agissements à ses amis ou à sa famille. À l'hiver 1991, Paul et Carla commencent à planifier leur mariage pour l'été suivant. Elle voulait un grand mariage, même si ses parents n'avaient pas fait le deuil de sa sœur. Mais leur mariage prochain ne réussit pas à freiner l'appétit sexuel de Paul.
Il disait toujours qu'il aimerait ramener une femme à la maison pour avoir des rapports sexuels avec elle. En fait, il serait plus juste de dire qu'il voulait la violer à plusieurs reprises, à sa guise. Il lui en a parlé. Mais Carla ne s'est pas opposée à ses projets. Elle voulait son affection et son attention. Elle savait que tant qu'elle lui obéirait, elle aurait son attention et son affection, ce qui était plus important que tout pour elle. Paul est allé à Burlington, peut-être à la recherche d'une nouvelle victime, ou peut-être pour faire un peu de voyeurisme. Leslie revenait des funérailles d'un ami à elle. Il était tard et elle savait que sa mère serait en colère. Alors elle est allée dans la cour arrière pour rassembler son courage avant de rentrer chez elle. Tout à fait par hasard, Bernardo s'y trouvait. How's it going? You got a cigarette? I do, but it's in my car. Well, can we go get it? Yeah, let's go. À 2 heures du matin, le 15 juin 1991, Leslie Mahaffey, 15 ans, disparaît de sa propre cour arrière. Il l'a ramenée à la maison et a réveillé Carla. Elle a seulement dit « d'accord » et elle s'est rendormie. Tous les sadiques sexuels que j'ai rencontrés au cours d'interrogatoires ou de consultations nourrissaient le fantasme de garder une femme en captivité. Pendant les 2 prochains jours, Leslie est brutalement violée et torturée. Le 29 juin 1991, 2 semaines après l'enlèvement de Leslie Mahaffey, les eaux à proximité du lac Gibson baissent. Un homme est venu ici pour pêcher. Alors qu'il cherchait une façon de s'approcher un peu plus de l'eau, il a remarqué des blocs de ciment. Il a posé le pied sur un des blocs et la partie supérieure du bloc s'est effondrée, laissant voir du même coup une partie de corps humain. Lorsque nous sommes arrivés, nous avons relevé plusieurs autres blocs de ciment d'apparence similaire. L'analyse a révélé que toutes les autres parties du corps, sauf le torse, étaient cachées dans ces blocs de ciment. Nous avons ensuite reçu un appel d'un autre homme qui pêchait sur un pont pas très loin de là. Il avait découvert un torse qui flottait sous le pont. Nous étions convaincus qu'il s'agissait du torse que nous n'avions pas trouvé au lac Gibson. Les restes sont envoyés au bureau du coroner pour fin d'analyse. Le même après-midi, Paul et Carla se marient près de Niagara Falls. Après la réception, les nouveaux mariés s'envolent pour leur lune de miel à Hawaï, où ils passeront 2 semaines. Dans la région de Niagara, les enquêteurs tentent d'établir l'identité de la dernière victime. Ils avisent les services de police environnants de la découverte macabre faite au lac Gibson. Les policiers de Halton tentaient déjà d'élucider une affaire de personnes disparues. Au départ, nous considérions le cas de Leslie Mahaffey comme une affaire ordinaire de personnes disparues. Mais lorsque nous avons reçu l'appel de la police de la région de Niagara, avec qui nous travaillons continuellement, qui nous avisait de la découverte de restes humains dans le lac Gibson, nous avons compris ce qui était arrivé. Le médecin légiste établit que Leslie a été étranglée avant d'être coupée en morceaux. Kent Laidlaw et 2 de ses collègues informent aussitôt la famille Mahaffey avant que la sinistre histoire ne parvienne aux médias. Mais ils n'ont aucune réponse à offrir aux Mahaffey. Quelques semaines plus tard, les nouveaux mariés reviennent d'Hawaï. Les parents de Carla sont allés les chercher à l'aéroport. Dans la voiture, ils leur ont dit qu'on avait trouvé un corps dans le lac Gibson. Paul était évidemment pris de panique, mais il a gardé son calme lorsqu'ils lui ont annoncé que le corps avait été retrouvé.
Mais il était furieux contre Carla. C'est peut-être à ce moment qu'il a commencé à la battre. Il blâme Carla parce qu'elle ignorait que les eaux du lac Gibson baissent périodiquement. Au cours des 9 prochains mois, Paul et Carla s'efforcent de ne pas faire de vagues en attendant de voir s'ils seront ajoutés à la liste de suspects dans l'affaire Leslie Mahaffey. Lorsqu'il a constaté que l'enquête ne progressait pas, il a décidé de récidiver. Mais cette fois, il voulait emmener Carla avec lui. Il a décidé de se rendre en voiture près d'une école où il verrait des tas de jolies jeunes filles. Le 16 avril 1992, après avoir enlevé, violé et tué une adolescente, les Canadiens Paul et Carla Bernardo, tout récemment mariés, vont choisir leur prochaine victime. Ils aperçoivent Kristen French, une jeune fille de 15 ans. Ils se sont garés dans le stationnement d'une église située à proximité de l'école où Christine allait à pied tous les jours. Il était 16 heures. Carla a déplié une carte et a joué le rôle de la blonde idiote et a demandé des indications à Christine. Celle-ci, d'ordinaire si prudente, a été dupée. Elle n'a pas pensé qu'une femme pouvait être mêlée à un complot de meurtre. Voyant que leur fille tarde à rentrer à la maison après l'école, les parents de Kristen French signalent immédiatement sa disparition à la police. Christine était une fille très fiable. Elle rentrait toujours à la maison et elle n'avait jamais fait de fugue. Alors, lorsqu'il a commencé à se faire tard et qu'ils ont constaté qu'elle n'était pas rentrée, ses parents savaient que quelque chose clochait. Nous avons d'abord fait des recherches dans le stationnement de cette église. Nous y avons trouvé quelques éléments de preuve qui nous ont porté à croire, très tôt dans l'enquête, qu'il ne s'agissait pas d'une simple disparition, mais bien d'un kidnapping. Les preuves sont envoyées au laboratoire médico-légal pour analyse. Les policiers interrogent les habitants du coin à la recherche d'un témoin de l'enlèvement. Nous avons tout de suite mis sur pied un numéro d'urgence. If anybody's seen my daughter, Kristen French, I'd like to phone the Niagara police as quickly as possible. Nous avons commencé à soupçonner quiconque avait des antécédents de violences sexuelles et qui habitait la région. Leurs efforts portent fruit. Plusieurs personnes ont été témoins de l'enlèvement. Des témoins l'avaient vu se faire tirer à l'intérieur d'une voiture, mais ils ne pouvaient décrire les occupants. Ils savaient qu'ils étaient deux, mais ils n'avaient pas pu déterminer leur sexe. Alors nous avons présumé qu'il s'agissait de deux hommes. Puis une piste nous a renseigné quant à la marque possible de la voiture. Quelques témoins l'avaient vu sortir du stationnement de l'église. L'enquête était lancée. Paul et Carla tiennent Kristen prisonnière chez eux. Ils l'ont forcée à faire un tas de choses humiliantes. Ils l'ont attachée dans un placard toute une nuit. Ils l'ont gardée pendant une journée et demie. Paul est sorti plusieurs fois pour aller chercher de la nourriture et a laissé Carla seule avec Christine. Carla a eu l'occasion plusieurs fois, deux je crois, de laisser s'échapper Christine. Elle aurait pu prendre le téléphone et appeler le 911, et une dizaine d'autopatrouilles seraient arrivées en moins de 2. Mais elle ne l'a pas fait. L'enlèvement déclenche une tempête médiatique. He wants to know that we are thinking of you and that everything can be done is being done. And we'll get you back real quick. I know the families believe it. I believe it that Kristen is out there alive. Ça avait été fait de façon totalement éhontée, dans le stationnement d'une église, sur une rue passante au beau milieu de l'après-midi. Ça voulait dire que n'importe qui pourrait être la prochaine victime, et tous les parents craignaient que ce soit leur fille. Allait-elle finir comme Leslie Mahaffey, assassinée et jetée dans le lac? Tout le monde était très inquiet. Les camarades de classe de Kristen lancent la campagne Ruban vert de l'espoir et prient pour qu'elle revienne saine et sauve. Nous espérions la retrouver vivante.
C'était le but de cette campagne. Le 30 avril, 10 jours après la disparition de Kristen French, un homme découvre par hasard son corps à Burlington, une ville avoisinante. Les homicides étaient très rares ici. 2 meurtres de jeunes filles en très peu de temps, c'était du jamais vu. Nous avons dû déployer beaucoup de personnel, mais la plupart, sinon tous les policiers, se sont personnellement impliqués, en raison de l'âge et du sexe des 2 victimes. Nous ne savions pas qui était responsable. Nous n'en avions aucune idée à ce moment. Je recevais parfois des appels de pères et de mères qui me demandaient s'il était dangereux de laisser leur enfant aller à la bibliothèque le soir. Une autopsie révèle que, tout comme Leslie Mahaffey, Kristen French a été étranglée. Carla aurait encore pu se racheter en quelque sorte si elle avait sauvé la vie de cette jeune fille, mais elle ne l'a pas fait. Le 15 mai 1992, les services de police de tout le sud de l'Ontario se mobilisent pour former l'équipe spéciale Ruban Vert afin d'élucider les 2 meurtres. Les habitants de St. Catharines voulaient à tout prix que le tueur soit attrapé, et les enquêteurs devaient travailler d'arrache-pied sur cette affaire, car les pistes ne menaient nulle part. Paul avait pris ses précautions. L'équipe spéciale reçoit quantité de renseignements sur les homicides. Un homme déclare à la police que Paul Bernardo, un ami à lui, pourrait être mêlé à l'affaire. Son ami croyait qu'il était responsable. Il pensait que c'était lui, le violeur de Scarborough, et qu'il était violent envers les femmes. Les enquêteurs rendent visite à Paul Bernardo. Il garde son calme et avoue même qu'il a été interrogé dans le cadre de l'affaire de Scarborough. Les enquêteurs confirment qu'il était l'un des 300 suspects interrogés et que son ADN n'a toujours pas été analysé. Il ne correspondait pas du tout aux stéréotypes que les gens ont. C'était un très beau jeune homme qui nous a reçus dans sa jolie maison de St. Catharines pendant que sa femme était au travail. Il n'avait pas de casier judiciaire et rien n'aurait pu faire en sorte que nous le soupçonnions plus que les autres suspects à ce moment-là. De plus, un détail joue en sa faveur. Il ne conduit pas le modèle de voiture que les témoins avaient vu quitter les lieux du crime après l'enlèvement de Kristen. Paul était fier de son coup. Il se moquait des policiers incompétents qui n'étaient même pas capables d'identifier une voiture. Paul se sent maintenant invincible et s'en prend à Carla. C'est la 5e et dernière étape. Elle faisait absolument tout ce qu'il lui demandait de faire. Il se disait qu'aucune femme respectable n'aurait posé de tels gestes. Il avait donc raison. Toutes les femmes sont des salopes, des putains et des traînées. La 5e étape, c'est le châtiment. Demi après leur mariage à Niagara Falls, la relation entre Paul et Carla part à la déroute. Il a battu Carla si violemment avec une lampe de poche qu'elle s'est retrouvée avec 2 yeux au beurre noir. Et elle l'a quitté. C'était le début de la fin. Le 4 janvier 1993, la mère de Carla la convainc de laisser Paul et de porter plainte pour voie de fait. Alors qu'elle fait ses bagages, Carla cherche frénétiquement les vidéos incriminantes des agressions sexuelles de Tammy Homolka, Leslie Mahaffey et Kristen French. Elle ne les trouve pas. Le 6 janvier 1993, alors que Carla se cache de Paul chez un membre de sa famille à Brampton, à 1 heure au nord de St. Catharines,
La police de Niagara arrête Paul pour avoir agressé Carla avec une arme dangereuse. Mais il est libéré le lendemain, sous engagement. 3 semaines plus tard, l'équipe spéciale Ruban Vert fait une découverte décisive. Nous avions parlé au service de police de Toronto à plusieurs reprises au sujet de Paul Bernardo, mais rien ne le reliait au viol de Scarborough ou à nos meurtres. Puis la police de Toronto a analysé l'ADN de Paul et l'a identifié comme étant le violeur de Scarborough. L'équipe spéciale met Paul sous surveillance pendant que les enquêteurs, dans l'affaire des viols de Scarborough, obtiennent les mandats nécessaires et étayent leur dossier. Les policiers interrogent Carla avec l'espoir qu'elle incriminera Paul pour les meurtres. Elle croyait qu'il venait l'interroger à propos de l'accusation de violence conjugale, mais ils l'ont plutôt questionné au sujet des viols. Elle est sur la défensive, refuse de coopérer et demande à parler à un avocat. Le 14 février, son avocat appelle le procureur de Toronto pour négocier un accord. Il parlait de façon hypothétique. Et si je vous livrais un témoin des homicides? Et si cette personne était indirectement mêlée au crime? Que pourriez-vous faire pour moi et pour mon client? Il a aussi envoyé Carla consulter un psychologue et un psychiatre. Les deux ont avalé cette histoire de victime soumise et ils lui ont fait un rapport. Puis, rapport en main, l'avocat et elle ont négocié un accord qui prévoyait entre autres qu'elle serait reine d'un jour, comme le disent les Américains. Elle partagerait avec les enquêteurs ce qu'elle savait, mais rien de ce qu'elle dirait ne pourrait l'incriminer. Carla déclare à la police que Paul a tué Leslie Mahaffey et Christine French après les avoir violés pendant plusieurs jours. Elle affirme qu'il existe des vidéos pour le prouver. Elle portait tout le blâme sur Paul, son mari. Elle répétait qu'il était le seul responsable, qu'elle ne faisait qu'obéir à ses ordres afin d'éviter les corrections physiques et le mal qu'il pouvait lui faire. Comme elle était la seule témoin des meurtres, les enquêteurs avaient besoin d'elle. Et puisqu'ils ne comprenaient pas tout à fait son rôle dans cette affaire, ils ont conclu un accord avec elle. En février 1993, Paul Bernardo est arrêté pour les viols de Scarborough et pour les 2 homicides. Mais ils ne l'ont pas accusé des homicides, car rien ne le relie à ces crimes à part la déclaration de Carla. Ils l'ont fait entrer dans les bureaux de l'équipe spéciale où ils avaient des photos grandeur nature de Leslie Mahaffey et de Christine French. Ils croyaient être en mesure de le perturber avec ces photos et ainsi de l'amener à se confesser. Ils l'ont installé devant une caméra et Paul ne faisait que répéter « Je veux voir mon avocat, je n'ai rien à dire, merci beaucoup ». Les enquêteurs fouillent la résidence de Bernardo pendant 71 jours. Ils trouvent plusieurs objets louches. Mais rien ne relie Paul directement au meurtre de Leslie et de Christine. Le 17 mai, Carla fait visiter la maison aux enquêteurs et leur montre les endroits précis où Paul a tenu les jeunes filles prisonnières. La chambre à coucher où il les a violées et torturées. Le placard où Christine a été enfermée. Le sous-sol où Paul a découpé Leslie Mahaffey et coulé ses restes dans le béton. Les enquêteurs trouvent des échantillons d'ADN qui prouvent la présence de Christine et de Leslie dans la maison. Le lendemain, Bernardo est accusé de 2 meurtres au 1er degré. En échange de son témoignage contre Paul, Carla plaide coupable à 2 chefs d'accusation d'homicide involontaire en juillet 1993. Elle est condamnée à 10 ans de prison. C'est alors qu'elle s'est rendue compte qu'elle ne leur avait pas avoué la vérité sur sa sœur Tammy Homolka. Elle leur a raconté l'histoire et ils ont décidé de réviser l'accord. Elle a eu 5 ans pour Leslie,
5 ans pour Christine et 2 ans pour Tammy. C'est ce que prévoyait l'accord. 12 ans en tout. C'était un accord absolument odieux. Un marché avec le diable, comme on disait. Elle aurait dû être emprisonnée à vie, mais elle n'a eu que 12 ans. « 16 mois après que le marché ait été conclu, John Rosen devient le nouvel avocat de Paul Bernardo et découvre ce qu'il était devenu des cassettes vidéo tant convoitées. Paul les a cachées dans un luminaire de sa salle de bain. Elles étaient recherchées depuis des mois. Les vidéos montraient Bernardo et Homolka qui jouaient aux voyeurs, qui prenaient des photos de gens nus à travers des fenêtres, et ainsi de suite. Elles confirmaient l'agression sexuelle et la séquestration de Leslie Mahaffey, qui avait les yeux bandés. Elles confirmaient la séquestration et l'agression sexuelle de Christine French. Elle montrait l'agression sexuelle de Tammy Homolka et prouvait la participation de Karla Homolka et de Bernardo. Les enregistrements sont présentés au procès de Paul. La révélation de la véritable implication de Karla consterne la population. Elle soutenait qu'elle ne faisait que jouer un rôle devant la caméra et que derrière la caméra, sa vie était un enfer. Le problème, c'est que même derrière la caméra, elle n'a pas fait ce qu'une personne normale aurait fait. Comme partir, avertir la police, s'en aller. Bernardo avoue les viols, mais nie avoir tué Leslie et Christine. Il a dit avoir été prêt à laisser partir Leslie Mahaffey puisqu'elle avait les yeux bandés et qu'elle ne savait pas où elle était. Dans le cas de Christine French, il a dit l'avoir laissée seule avec Karla et l'avoir trouvée morte à son retour. Il s'est présenté à la barre, l'air arrogant. Il a commencé à expliquer que Karla était coupable et qu'il n'avait rien fait. Mais lorsqu'il a regardé les jurés, il s'est bien rendu compte qu'il n'avalait pas son histoire. Ils le haïssaient tous. Le 1er septembre 1995, 8 ans après son premier viol, Paul Bernardo est reconnu coupable du meurtre de Leslie Mahaffey et de Christine French. Il est condamné à la prison à vie. Le 23 novembre 1995, Bernardo plaide coupable à tous les chefs d'accusation de viol et de meurtre dans l'affaire de la mort de Tammy Homolka. On le déclare être un criminel dangereux et il ne sortira vraisemblablement jamais de prison. En 2001, après que Bernardo a épuisé ses appels, les cassettes vidéo sont détruites. Le 4 juillet 2005, Karla Homolka est libérée de prison après avoir purgé la totalité de sa peine. Elle vit sa vie, elle a eu un enfant. Tammy, Christine French et Leslie Mahaffey n'auront jamais cette chance. À mon avis, c'est une erreur judiciaire. Le mystère du rôle de Karla dans la mort de Leslie Mahaffey et de Christine French reste entier à ce jour. Plusieurs tiennent Karla responsable, c'est juste. Mais on oublie souvent que Paul était aussi extrêmement violent. À mon avis, il ne fait aucun doute que Paul était l'instigateur de tout ça. Mais Karla est-elle moins coupable pour autant? Pas du tout. Aucun des deux n'aurait pu commettre les homicides sans l'autre. Mais ensemble, ils formaient un tout qui était plus grand que la somme de ses parties. Je suis convaincu que c'était lui, le tueur, et qu'elle n'a fait que l'aider à exécuter ses plans diaboliques. Quelques années plus tard, la résidence des Bernardo sur Bayview Drive est démolie. Je n'oublierai jamais ce coin. Ils auront beau changer le nom de la rue, ça restera à jamais gravé dans la mémoire des gens d'ici.